Donc moi je suis enseignante en philosophie, donc en principe en lycée, sauf que j'enseigne dans un établissement spécialisé. Mais j'interviens ici principalement en tant qu'auteur, puisque j'ai écrit en 2010 un livre sur l'approche par compétences dans l'éducation, et ensuite en 2011-2012, je ne sais plus, un livre sur l'évaluation. Donc pas seulement l'évaluation dans les systèmes scolaires, mais l'évaluation en général, ça s'appelle tirage d'évaluation. Et donc en fait, c'est plutôt en tant qu'auteur que je vais intervenir, c'est-à-dire à partir de finalement ce que j'ai étudié, analysé comme réforme des contenus. Lorenzo Varaldo tout à l'heure parlait des discours pédagogiques, des théories pédagogiques qui s'est imposée progressivement depuis les années 80 dans les systèmes éducatifs nationaux, notamment en Europe. Donc moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et donc j'ai découvert que cette notion de compétence, en fait, c'était une véritable révolution au niveau des contenus, qu'elle était voulue, qu'il y avait une volonté politique là derrière, de remplacer la transmission des savoirs par ce qu'ils appellent l'acquisition des compétences, et ce dans une perspective de réforme néolibérale clairement affichée. Alors, c'est pas exactement de ça que je vais vous parler, mais disons que depuis à partir de ces analyses, j'ai un certain nombre de considérations utiles, disons, au combat que nous menons, que je voudrais faire. Alors, la première, c'est que les réformes actuelles, celles qui nous font parler, s'inscrivent dans la continuité, en réalité, de réformes menées par les gouvernements successifs français depuis au moins la fin des années 80. Il s'agit de réformes inscrites dans la logique générale du néolibéralisme et celle du nouveau management public introduit par Reagan et Thatcher au début des années 80. Réforme de l'enseignement public sur le modèle du privé, logique d'efficience des services publics et notamment du système d'éducation nationale, évaluation à la performance, mise en concurrence des systèmes d'éducation nationale de manière générale, mais ensuite, dans une logique fractale, mise en concurrence des établissements scolaires, des enseignants, des élèves, c'est-à-dire une mise en concurrence généralisée à tous les niveaux. Évaluation sur des standards internationaux, on connaît le fameux PISA, évaluation par compétence d'ailleurs. Autonomie, alors j'avais entre guillemets, on en a déjà parlé, autonomie des établissements scolaires qui est en réalité soumise à cette logique de concurrence généralisée, donc il ne s'agit pas du tout d'une véritable autonomie. Et réduction enfin de l'ensemble des valeurs de l'instruction publique à celle du profit et de la valeur ajoutée au sens purement économique. Alors en ce qui concerne le service public d'éducation en particulier, ces réformes impliquent la substitution d'une simple finalité économique, fabriquer de la ressource humaine, c'est devenu notre finalité, à une finalité citoyenne de service public d'éducation. Les systèmes d'éducation nationale ont pour but non plus d'éduquer un citoyen capable d'être acteur de la République, c'est-à-dire de la chose publique, res publica, mais de former des compétences utiles à la croissance économique. Et il faut savoir que ressources humaines, ou capital humain, un terme même, c'est ensemble de compétences. La définition du capital humain, c'est que c'est un ensemble de compétences au service donc de l'économie. Alors je vous fais lecture pour que vous preniez bien la mesure en fait de cette révolution, des recommandations du Parlement européen et du Conseil de l'Europe qui ont été formulées en décembre 2006, qui étaient le résultat en réalité du processus de Lisbonne. Donc, dans son premier article, ces recommandations écrivent: le Conseil européen de Lisbonne, donc 23 et 24 mars 2000, a conclu que l'adoption d'un cadre européen devrait définir les nouvelles compétences de base à acquérir par l'éducation et la formation tout au long de la vie, comme une mesure essentielle de la réponse de l'Europe à la mondialisation et à l'évolution vers des économies basées sur la connaissance, et a souligné que les ressources humaines sont le principal atout de l'Europe. En fait, ces recommandations disent clairement que la finalité des systèmes éducatifs pris en réalité dans un ensemble
beaucoup plus large que celui de ce qu'ils appellent la formation tout au long de la vie, je reviens tout de suite dessus, c'est fabriquer de la ressource humaine. Hein, c'est plus du tout former un citoyen, même si dans les discours, évidemment, on fera semblant que si. Donc ces réformes, on le remarque au passage, mais vous le savez, en réalité, ça a déjà été dit, et puis je suis certaine que tout le monde ici le sait, ne sont pas issues d'un processus de décision nationale, impliquant le rôle du Parlement national, mais d'un processus de pression des institutions européennes. Et ça s'appelle, en réalité, ça porte un nom, hein, ce processus de pression, ça s'appelle MOC, méthode de coordination ouverte. C'est-à-dire que la méthode consiste à faire en sorte que les pays européens se coordonnent, hein, fassent progressivement tous la même chose, sans pour autant qu'une loi leur ait été imposée. Donc voilà, processus de pression européenne des institutions européennes sur les souverainetés nationales, qui ne sont plus souveraines. Par ailleurs, comme là encore cela a été suffisamment montré, les politiques éducatives, entre guillemets, de l'Europe ne sont pas elles-mêmes le résultat d'un processus de réflexion communautaire de nature politique, mais d'une série de pressions des lobbies patronaux. Donc là encore, si vous voulez en savoir plus là-dessus, Nico Hirt, hein, qui est un enseignant belge chercheur, a écrit là-dessus énormément de choses. Élément significatif, donc à cet égard, j'avais dit que j'y revenais, ces politiques ne sont pas spécifiquement éducatives, hein, mais elles portent sur la formation en général. Hein, vous voyez ici, il s'agit des compétences de base formulées par l'Europe pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe les institutions européennes va donner comme ça un cadre qu'elle appelle formation, dans lequel la formation initiale, enfin l'éducation et le système d'éducation nationaux vont faire partie de la formation initiale, c'est-à-dire d'une partie de ce qu'on appelle formation. Sachant que la formation continue, c'est-à-dire celle qui est délivrée par les entreprises tout au long, enfin dans le travail, dans le travail, et le second type de formation, et enfin ce qu'ils appellent la formation informelle, c'est-à-dire celle qui est censée vous donner la vie et que vous pouvez faire valider par une validation des acquis d'expérience. Donc en fait, c'est par le biais de la formation que finalement l'Europe fait des politiques éducatives. Ce ne sont pas des politiques spécifiquement éducatives. Par ailleurs, ces politiques impliquent la réduction d'une logique de transmission des savoirs à une logique de formation de compétences. Et pourquoi alors on parle de compétences? Parce que celles-ci sont censées être plus proches de la performance de l'employé à son poste. Donc il s'agit de réduire la logique d'éducation à une logique professionnelle, à une logique du travail. Pourquoi? Parce que les compétences, contrairement aux qualifications, sont flexibles, elles sont transversales, elles sont adaptables, donc elles permettent d'être plus en phase avec la flexibilité du marché de l'emploi. Sauf que elles impliquent bien évidemment plusieurs choses. Premièrement, la perte des garanties liées aux qualifications et aux diplômes. Il faut savoir que sortir avec des compétences validées, c'est pas du tout pareil que sortir avec des diplômes et des qualifications. D'autre part, la logique des compétences implique la formation d'une main-d'œuvre peu qualifiée et corvéable à merci. Et enfin, elles impliquent la transformation d'une finalité qui était propre au système public d'éducation en une finalité économique. Et ça, c'est injustifiable. Et nos gouvernants le savent. D'où les masques avec lesquels ils présentent, enfin même tous les gouvernements successifs présentent leurs réformes successives. Alors je prends simplement deux exemples pour terminer. Le premier, c'est celui un que j'ai vécu moi-même, puisque j'ai été invitée à débattre avec Matteo, qui est donc celui qui a produit le rapport sur la réforme du lycée et du baccalauréat. Donc c'était dans un débat à Lille en mars dernier. Et il défendait son projet de réforme du lycée à chaque fois en s'accrochant aux heures de formation générale qu'il avait réussi à maintenir malgré tout en lycée. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, moi je pense que c'est très important
une formation générale, une formation citoyenne, quelque chose qui puisse permettre aux élèves de ne pas être réduits à la logique de l'emploi, etc. Donc, alors que précisément, toute son entreprise avait été de grignoter cette formation générale. C'est quand même représentatif du fait que finalement, il n'était pas capable de justifier ce qu'il avait fait. Et deuxièmement, deuxième exemple, celui de Blanquer, et sa défense honteuse des nouvelles évaluations qu'il introduit progressivement pour à chaque fois soumettre davantage le système d'éducation nationale à la pression de la performance. Eh bien, il va dire, voilà, c'est horrible, les évaluations stigmatisent, il faut créer une nouvelle culture de l'évaluation qui permette de sortir de cette stigmatisation, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il fait semblant d'être OK avec les enseignants les plus progressistes, finalement, et se réfugie derrière une pseudo-attitude adulte qui correspond encore à dire on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Hein. Vous comprenez bien que malgré tout cela, voilà. Donc je pense qu'en fait, évidemment, l'heure est à la convergence. Malheureusement, voilà. Encore faut-il qu'elle se fasse. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à tenir sur le fond. C'est-à-dire ne pas accepter la réduction des finalités de l'éducation de la logique de transmission des savoirs à une logique de profit et de plus-value. Autrement dit, finalement, la réduction de l'humain à de la ressource, hein, parce que c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Voilà.